Salut à tous, épisode 8 avec la team Sunweb. Cette équipe assez intéressante que j'ai un peu rebâtie du coup à l'été précédent, puisque je suis en deuxième saison en mode carrière sur Pro Cycling Manager 2019 en mode extrême. Petite somme de défis. Ouais, c'est un petit peu ça le leitmotiv. On va disputer des classiques fort intéressantes de début de saison Omloop, Kuurne, Bruxelles, Kuurne, Strade Bianche. Et après, on va aller s'occuper de Paris-Nice sur un profil 2020, s'il vous plaît. Voilà, donc c'est assez intéressant. Ça va être l'occasion, évidemment, de regarder ce profil 2020 un petit peu de près. J'ai inclus un petit j'aime pas pour à chaque fois livrer une petite analyse avec ou sans humour. Voilà, et puis évidemment, les stars de cet épisode sont Kwiatkowski, Asgreen, Jack Haig, bien évidemment, lui on l'avait déjà vu à l'œuvre, mais pas du tout notre ami. Il peut prendre le temps de savourer. Victoire du jeune Belge Tige Benoît. Bah non, il n'y aura pas de nouvelles de Benoît dans cet épisode-là. Il nous avait déjà régalé précédemment. Et du coup, Il peut prendre le temps de savourer. Victoire du jeune Belge Tige Benoît. bah non, on n'aura pas droit à cette cinématique-là. On est resté sur le Tour de Lombardie avec Tige Benoît, et puis c'est vrai que c'est moi-même qui ai finalement me suis tiré une balle dans le pied. Enfin, attention, on n'a pas fini de voir. Puisque je vous avais montré dans l'épisode 6 que j'avais une petite courbe prévue pour lui, toute spéciale doublée Giro Tour de France. Donc je n'aime pas devoir attendre Liège pour voir Benoît à l'œuvre, puisque Liège sera la première course de Benoît. Mais on a de quoi faire d'ici là, vous allez voir, c'est rigolo. Alors, Omloop, c'est toujours intéressant, cette course me plaît énormément. Dieu merci, on a eu droit à cette course récemment. Ben, heureusement, parce que sinon on n'aurait pas eu grand-chose à se mettre sous la dent. Il y a eu une magnifique victoire de Jasper Stuyven, on s'en souvient. De toute façon, il y a tellement, malheureusement, peu de références sur cette saison qu'on va finir par regarder des replays de la Vuelta del Sol, quoi. La Ruta del Sol, pardon. Donc, bon, je plaisante à peine. Vous savez ce qu'on vit en ce moment. Voilà, annulation, report de pas mal de courses. Et de ce fait, j'avais le choix. Est-ce que je modifie le calendrier? Je vous montrerai très très rapidement comment, ceux qui savent pas faire avec FastPCM Editor, parce que je prépare un tuto FastPCM Editor pour l'utilisation pour certains points précis de ce logiciel. Euh, J'aurais pu adapter le calendrier, mais je vous avoue que j'avais déjà commencé à jouer les courses, j'avais pris un petit peu d'avance sur mes sorties vidéo, et de ce fait, quand j'ai joué Omloop, Stuyven avait déjà gagné, mais moi j'avais un petit peu d'autres projets, j'allais pas non plus laisser gagner Jasper Stuyven, vous voyez que je me barre là dans le mur, et on choisit évidemment de créer ensuite la cassure, voilà, créer la cassure pour Michał Kwiatkowski, Asgreen Hirschi en bon équipier qu'ils sont, laisse partir Michał, et on essaie d'aller conclure en solo. Bon, je vous livrerai mon analyse juste après sur le truc. Attention, ça peut revenir. C'est pas non plus le truc qui est gagné à coup sûr. En l'occurrence que Lear aura bien du mal à rentrer sur le Fiat, puisqu'en plus j'ai Asgreen pour contrer si jamais ça revenait. Donc bon, allez, il n'y a pas vraiment de mystère sur l'identité du vainqueur. Ouais, donc ce qu'on va retenir là, c'est uniquement que Kwiatkowski a ouvert son compteur. Vous allez me dire, il a déjà gagné une étape sur le Tour du Var précédemment, épisode d'avant. Il avait aussi gagné une étape sur le Tour de Colombie. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais bon, là, on est sur une World Tour classe B, ce qui déjà voilà, est intéressant. Alors, je n'aime pas, même si à Sepp Van Mark, il y avait que lire, on aperçoit comme ça quelques noms, mais je n'aime pas avoir si peu d'opposition sur un groupe. Je n'avais pas encore découvert le truc de monter le prestige, vous savez, pour avoir une meilleure opposition, et du coup, je me suis un peu gâché la course tout seul. Après, bon, vous savez que j'ai un truc, c'est que quand je joue, je ne recharge pas. Je m'arrange. Voilà, il faut que c'est la première version qu'on retient. Et puis c'est tout. On ne triche pas, on ne recharge pas. Alors voilà, c'est assez limite par moment. Allez, vous allez voir que Kuurne, c'est d'une autre facture. C'est intéressant.
j'avais envie sur Kurn, puisque Kwiatkowski a gagné du côté d'Omloop, je me disais peut-être que sur Kurn, il aurait été intéressant. Tiens, il y a un vieux Quarmont, je me suis enflammé, j'ai mis un W. Il serait peut-être intéressant d'essayer de voir si quelque chose est faisable avec Casper Asgreen. Hein, je pense que vous voyez pourquoi, plus ou moins. Et de préférence, bah, s'il y avait quelque chose à faire, parce qu'il y a quand même un joli plateau de sprinter. Il y a Sam Bennett, il y a Dylan Groenewegen, pour ne citer que. Mais il y a comme ça quelques noms. Il y a Nid Solo, je crois, également. Donc il y a quelques très bons coureurs qui sont beaucoup plus rapides que Asgreen au sprint. Du coup, ça demande de faire peut-être un petit travail préliminaire pour essayer de mettre sur orbite Casper Asgreen. J'ai pas vraiment de problème à le faire parce que l'IA nous laisse partir parce qu'on est loin de l'arrivée. Il n'est pas dit du tout que une échappée comme celle-ci, qui a pour projet de mettre Asgreen sur orbite, c'est rien d'autre. Il n'est pas dit du tout qu'une telle échappée, un tel projet aboutisse en fait. Ça qui est rigolo sur PCM, c'est que gagner en partant de très loin n'est pas évident. En fait, ça dépend grandement du plateau de coureurs présents. Essayer de faire ça sur le Tour des Flandres en mode extrême, honnêtement, c'est super tendu. Donc c'était vraiment mon défi. Voilà, maintenant je peux le dire. J'allais pas vous le dire à l'avance pour pas spoiler, mais voilà, ma grosse envie du moment, voilà, on est dans le vieux Quarmont ici, c'était de faire gagner Asgreen en solitaire. Et voilà, il est sur orbite, maintenant il n'y a plus qu'à. On voit que Arndt, par exemple, qui a été son dernier soutien, n'est pas réellement avalé par le peloton des poursuivants. Ce qui est toujours un bon signe en fait. Quand on voit que le type qui normalement devrait être avalé est totalement lâché, quasiment laissé sur place en fait, par les poursuivants, on voit que ce type-là ne l'est pas. Là on se dit, il y a bon, surtout qu'il y a une énorme avance qui se crée, on a bien compris que l'IA a capitulé, donc là encore une fois, plus voir le truc sous forme d'expérience du jeu, que ouais j'ai gagné, c'est cool. Non, on n'est pas là, c'est pas le but, je pense que vous l'avez saisi. Gagner c'est cool, évidemment ça fait plaisir à tout le monde de gagner quand on joue à un jeu, mais moi je mets un petit peu plus d'importance sur le comment que sur victoire ou pas. Et autant le Omloop était décevant, je dirais presque à tout point de vue, autant Kurn là, allez, ça a quand même une petite valeur d'arriver finalement à évincer les sprinters, au premier rang desquels évidemment Groenewegen. Voilà, on l'a vu arriver ici comme un avion. De bus aussi était présent. Voilà, quelques noms qu'on connaît, qu'on a l'habitude de voir de ci de là. Vous voyez, par exemple, Nid Solo, Sam Bennett. Bon, ok, très bien. Donc, j'aurais aimé avoir un plus gros plateau parce que du coup, il y aurait eu plus d'incertitude. C'est un fait, c'est un fait. Passe au Strade Bianche. Strade Bianche, et oui, la grosse tentation, c'est essayer d'aller en choper la 3e victoire pour Kwiatkowski, qui serait égalisation avec Fabian Cancellara, qui est le recordman de vainqueurs sur les Strade Bianche. Il en a 3. C'est tout un programme d'arriver à voir comment gagner avec Kwiatkowski, qui a priori a un profil hyper favorable, on va pas se mentir. Donc voilà, il y a une jolie opposition. Ça fait plaisir. Quand il y a Alaphilippe, Schachmann, Fuglsang, Bob Jungels, on a comme ça de très bons coureurs qui sont présents, et ça fait plaisir. Voilà, c'est de ça qu'on veut. Et là, pour le coup, le prestige avait été ajusté. C'est pour ça que j'ai un beau plateau en face. Peut-être que le fait que Alaphilippe soit chez Trek Segafredo n'y est pas non plus pour rien. Parce que Trek Segafredo, fatalement, il y a une importance plus grande qui est accordée aux courses italiennes. Allez, on va gérer tout ça. Donc l'objectif, c'est vraiment d'essayer de voir si Kwiatkowski peut s'imposer, ou au pire Asgreen, voire Mark Hirschi. Parce que j'ai absolument pas abandonné l'idée d'essayer de faire gagner de jolies courses à Mark Hirschi, mais la saison est longue. Pas besoin de se précipiter non plus au tout début. Allez, on va arriver sur un secteur qui est très important dans pas longtemps.
Voilà, la bannière des 20. On est donc dans le moment où toute la course devrait se jouer, parce que oui, j'ai l'intention de provoquer les choses pour que ça se joue pas juste sur un sprint euh, dans les rues de Sienne. Voilà, hein, j'ai envie que ça se décante un petit peu avant pour avoir un scénario digne de ce nom. Allez, c'est parti. Asgren qui roule avec Kwiatkowski derrière, Hirschi au cas où, enfin Hirschi est surtout en protection et puis le pauvre est un peu à la rue. Il a fallu que j'en sacrifie un peu et regardez, voilà, je vais être suivi, je vais attaquer et je vais être suivi par Alaphilippe et Bob Jungels. Alors ça c'est quand même cool, c'est cool. Départ de ces 3e. Alors du coup derrière, je laisse obligé mon leader entre guillemets, il est obligé de s'effacer parce qu'il y a un coup à jouer pour celui qui est co-leader quelque part. Et en plus, un joli coup, parce que quand vous partez avec Alaphilippe et Bob Jungels, on peut se dire que les deux sont assez généreux dans l'effort, même dans le jeu, pas que dans la réalité. Et donc c'est vrai que assez intéressant à ce stade-là, bonne échappée là je trouve. Elle mérite d'aller au bout, surtout que derrière ça tarde à s'entendre, ça ne s'entend plus du tout, même 40 secondes, on peut considérer que la victoire va se jouer entre ces 3 hommes, et là donc, attention, réflexion, Asgren va plus vite que Jungels au sprint, mais va beaucoup moins vite qu'Alaphilippe, qui est à peu près meilleur partout. À part en contre-la-montre, mais sur ce contexte, on s'en fout complètement. Et donc je me dis, allez, si t'as un coup à tenter, c'est ici. Hein. C'est-à-dire juste avant la descente qui précède la montée, derrière c'est l'enterrement. On a beaucoup d'équipes qui n'ont pas réellement roulé au moment où il le fallait, mais ça, à la limite, c'est des circonstances de course. C'est très réaliste. C'est très réaliste que ça tarde à s'entendre, surtout si ça part à 3 devant et que devant, par contre, ça s'entendait bien. Je remercierai jamais assez Bob Jungels de ne pas avoir fait trop de travail pour ramener Alaphilippe, parce que c'est grâce à ça que Kasper Asgren va aller chercher les Strade Bianche. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, le scénario, il est plutôt sympa. Ce sont de jolis Strade Bianche qu'on a eu là. En tout cas, on a déjà eu pire. Voilà. On a déjà eu largement pire que ce scénario-là. C'était pas mal, c'est pas mal. Quand on voit en plus le top 10, il y a encore Fulsang, Lutsenko, Sharman. Ok. Génial, génial. Donc, le petit trio Quickstep là, ex-Quickstep bien sûr, sur les Strade Bianche, eh ben, franchement, c'était pas nul du tout. On va s'intéresser maintenant à Paris-Nice. Alors, Paris-Nice, c'est quand même toujours intéressant. Toujours intéressant. Et là, je pense que ça l'est encore plus avec ce profil 2020. C'est très généreusement, je crois que c'est Wine23 qui l'a partagé dès lors qu'il a fini de le créer l'autre jour sur Bike Forever, c'était la semaine dernière. Merci Geoffrey de m'avoir prévenu. Et dès lors, c'est vrai que moi je me suis jeté dessus, je me suis dit avec qui tu vas jouer. Et c'était soit je le jouais avec une nouvelle équipe, entre guillemets, j'allais pas le faire en course simple, hein. Je pense que vous savez que je suis vacciné du mode de jeu course simple. Donc je me suis dit, écoute, pourquoi pas avec Sunweb, puisque on est pile à ce moment-là dans le calendrier. J'avais pas envie de précipiter trop les choses avec Alpecin Phoenix, mais peut-être qu'on le rejouera avec Alpecin Phoenix pour avoir une deuxième version déjà de ce Paris-Nice 2020. Toujours est-il que j'emmène une équipe hyper faible. Donc où est-ce qu'on peut situer l'objectif? Déjà aussi, je vais vous expliquer pourquoi il va falloir que je vous explique, je me justifie, j'allais dire. Pourquoi j'ai emmené une équipe aussi faible? Il y a des raisons. Que pense-t-on du parcours? Est-ce que c'est sympa à jouer? Mais là, tout de suite, quand même, priorité à ce qui se passe sous nos yeux. Vous voyez, on est dans le final. On a eu une étape 1 l'autre jour de Paris-Nice qui était, en tout cas c'est mon humble avis, magnifique, juste magnifique. Avec comme ça un départ à 25 km de la fin de Tish Benoît, dans la roue duquel Alaphilippe a sauté. Les deux hommes s'entendent très bien, ils sont ensuite repris par Sharman Tuns. Et ça termine avec... c'était une étape somptueuse pour moi. Bon, désolé, mais dans le jeu, ça n'a pas été possible. Voilà. Alors, est-ce que c'est parce que mon équipe était trop faible qu'il n'a pas été possible de durcir la course de sorte que...
ça se passe de façon, on va dire, allez, excitante, voilà, au bas mot, ou est-ce que tout simplement le profil sur PCM n'est pas propice à ce qu'il y ait comme ça, parce que oui, l'étape, elle est, vous savez très bien, elle est classifiée pleine, donc elle est quand même plutôt destinée aux sprinters, une étape 1 en plus, hein, donc l'échappée a quasiment aucune chance sur une étape 1, et de ce fait, d'être destiné aux sprinters, pour partir, faut le faire. Hein. Donc, j'adore le profil 2020 de Paris-Nice. Je l'adore. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire dessus, nous, dans les premières étapes? Je vous ai dit que j'avais emmené une équipe faible. Elle l'est vraiment. Canter, Max Canter, hein, c'est le petit sprinter allemand, le jeune sprinter allemand, est emmené en tant que poisson pilote de Eekhoff. Voilà. Vous savez, Eekhoff, c'est ce fameux coureur néerlandais qui a été déclassé au dernier championnat du monde de sa catégorie. Il croyait avoir gagné, et puis au final, c'est ce très jeune Italien, alors j'ai pas le nom là sur... j'ai le nom au bout de la langue, mais qui est un vrai espoir, lui également, qui avait été du coup sacré champion du monde. Vous voyez, on est en capacité d'emmener Eekhoff, on va dire, faire un top 10. Là, c'est la seule fois où j'ai mis Eik dans sa roue. Je le dis parce qu'on me l'a reproché. On me dit, ouais, pourquoi tu mets ton leader dans la roue du sprinter? Non, c'est la seule fois. Vous allez voir après, je fais gaffe, je cale dans la roue d'un favori, etc. Là, c'est vraiment parce que je veux pas me prendre une cassure. Mais après, je le fais plus. Eekhoff emmené par Canter. Le script, pour moi, c'est ça. Vous allez dire, c'est hyper modeste pour une épreuve World Tour comme Paris-Nice, où il y a comme ça parmi les meilleurs sprinters du monde. Bah oui, bien sûr que c'est faible, j'en suis conscient. Et puis de même que Pavel Bernas et Marcinski, plus le jeune Ilan Van Wilder, et le pauvre Nico Dens, en seul soutien de Jack Haig pour le général. C'est clair, mais je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord, c'est très faible, mais y avait des raisons à cela. C'est qu'en fait, déjà, premièrement, il y a certains coureurs, comme par exemple Antoine Tolhoek, hein, qui est dans l'effectif, hein, je vous rappelle, je l'ai recruté l'année d'avant, comme grimpeur soutien. Antoine Tolhoek, il suit le même programme que Tige Benoît. Dans la partie, là, je suis en année 2, donc avec Sunweb, le même programme. Ça veut dire qu'en fait, il est réservé pour avoir son pic de forme pendant le Giro, mais je parle du premier pic. Alors que Jack Haig, il aura aussi un pic de forme pendant le Giro, mais lui, il a été décalé. Son pic de forme, il est actuellement sur Paris-Nice, il va s'achever très rapidement, et il aura, quand il sera au pic au Giro, ce sera alors son deuxième pic de forme. En fait, j'ai introduit ce décalage, et c'est vrai que du coup, je peux le payer. Je peux le payer d'autant plus que j'ai voulu emmener une équipe très compétitive sur Tirreno Adriatico. Voilà, j'ai fait un choix en fait. Je dis, écoute, là je teste sur les équipiers le CLM. Il est joli ce CLM, hein. Il permet à tout le monde de tirer son épingle du jeu. Hein. Les spécialistes, les grimpeurs, tout le monde a un peu sa chance, on est presque sur un pied d'égalité. C'est un contre-la-montre très sympa pour ça, tout le monde a plus ou moins sa chance. Super victoire de Kraf Andersen IRL, hein. Waouh, il m'a fait rêver. Donc, vous voyez, entre Tolhoek, Benoît, qui attendent le Giro, plus un ou deux Tousveld aussi, que j'ai laissé un petit peu comme ça. Bon, j'ai des raisons. Plus tous ceux que j'ai envoyés sur Tirreno, c'est-à-dire une équipe avec mes meilleurs rouleurs, avec Asgred, avec Kwiatkowski, avec Mark Hirschi, avec Wilco Kelderman, avec Sutterlin, avec, j'en oublie un autre de mes équipiers précieux, Arndt, voilà. Je confonds toujours Arndt et Dance, en fait, j'ai toujours un peu de mal. Donc, vous voyez, là-bas, j'ai une équipe qui est armée pour essayer de jouer la victoire. Même si c'est un Tirreno très délicat. Vous verrez à l'épisode prochain, j'ai un profil de Tirreno, c'est celui que j'avais joué avec Mathieu Van Der Poel. Donc il est très 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 difficile. On n'est pas sûr de gagner du tout. Mais je me suis dit, voilà, Haig, tu le mets en... Voilà, on voit qu'il termine son CLM, plutôt de manière honorable en plus, Jack Haig, hein, il prend que 30 secondes de la part de Chris Froome. Tom Dumoulin aussi a été bon. Pogacar,
lui met 14 secondes. Bon, c'est pas honteux pour Jack Haig. C'est un bon temps. C'est un bon temps pour Jack Haig. Entre parenthèses, on signalera IRL la très jolie performance de Tige Benoît l'autre jour sur ce même contre-la-montre. Est-ce que la World DB va être obligée de modifier ses notes, voyant qu'en fait Benoît s'est roulé en CLM? Bref, allez, j'arrête tout de suite. J'ai compris. Bon, pas m'empêcher, hein, c'est plus fort que moi. Bah oui, mais en même temps, je trouve ça tellement dur parfois la notation de certains, bref, et incohérent. Mais bravo quand même pour le travail, honnêtement. Bernas, Canter, Van Wilder, j'ai essayé de bousculer un petit peu les choses à cette étape 5. Je dis bien j'ai essayé, mais je n'en ai pas la possibilité. Mes coureurs ils sont trop faibles. Je vais devoir vraiment compter sur du Jack Haig qui se débrouille tout seul. Hein, ou presque sur ce Paris-Nice. Donc là par exemple vous voyez j'envoie Nico Dens. Nico Dens il est hyper précieux, hein. C'est un bon coureur, hein. Mais je regrette pas de l'avoir re-signé, mais bon ça va rouler à bloc, il va être pris et ça on va pas pouvoir jouer le coup sur cette étape 5. Voilà, Sam Bennett il est déjà parti, hein. Il a déjà gagné lui. On l'a pas encore vu le classement là, regardez il va s'afficher dans un instant. Mais Sam Bennett, il a pris 14 000 longueurs d'avance tellement la De Koning Quick-Step archi domine le sprint sur ce Paris-Nice version Sunweb 2020 pour moi, 2021 en l'occurrence, mais 2020 donc pour le profil. Et donc il n'y a pas de match pour les sprinters, ouais, mais on est à un stade de la course. Et là par contre je commente sans avoir vu la 6, la 7 et la 8. IRL, j'ai vu les 5 premières, mais en fait, tout ce Paris-Nice, l'intérêt réside... Enfin, en même temps, les 5 premières, elles étaient pas mal, hein. Mais tout l'intérêt de ce Paris-Nice, pour moi, réside dans ces étapes 6, 7 et 8. Et je pense vraiment que sur la 6, il peut y avoir pas mal de choses qui bougent. Voilà, bon, on verra bien. Et la 7, pas besoin d'en parler avec cette arrivée au sommet qui est quand même assez monstrueuse. Et même la 8 pourrait être une course de mouvement. Je sais pas trop s'il faut prendre à la lettre ce que Thibaut Pinot a dit l'autre jour. Il a dit qu'il pensait qu'il y aurait plus de mouvement sur la 8 possible pour lui que sur la 7. Ce qui m'a un poil surpris, parce que Thibaut Pinot, je l'attendais plus sur de la grimpette pure, quoi. On verra. Est-ce que c'était un coup de bluff ou est-ce que c'était sincère. Toujours est-il que, regardez, on est sur une fin d'étape qui est hyper intéressante parce que le groupe, il est restreint. Évidemment, mon pauvre petit Jack Haig, avec son quand même joli maillot arc-en-ciel, voilà, il vient de perdre le soutien de Nico Dens, qui était son dernier équipier du jour. C'est pas grave, au moins Nico Dens a pu quand même emmener relativement loin, pour dire que c'est pas un spécialiste non plus, c'est pas un pur puncher. En plus derrière, ça reprend, ouais, un petit fail là sur la carte, c'est vraiment pas grand chose. Nico Dens, donc, ouais, vraiment pas mal. Il a encore, voilà, apporté son soutien le plus longtemps possible. Et on va se retrouver finalement à devoir gérer seulement les 2 dernières bosses, hein, parce que vous voyez, il y a une grosse bosse qui reste là et une toute petite. On va juste devoir gérer les 2 dernières bosses avec Jack Haig solo, puisque, voilà, ça y est, il n'y a plus de barre pour Dens à ce stade-là. Allez, il va falloir du coup lâcher les chevaux. Parce que vous avez vu que Haig a la chance d'être relativement placé. Hein, il est placé sur ce Paris-Nice. Déjà le top 10 paraît, allez, j'ai pas envie de dire dans la poche, mais par le jeu de ceux qui vont se sacrifier pour leur leader. Je pense à Formolo pour Pogacar, je pense à Gaudu pour Pinot, je pense aussi que du côté, on l'avait juste aperçu avant, Froome avait l'air de se dévouer totalement à Bernal alors qu'il était mieux classé avant cette étape-là, mais c'est vrai que chez Ineos, le meilleur, et d'ailleurs il le prouve là, c'est Bernal. On voit des Jumbo-Visma qui ont envoyé Roglic sur Tirreno, et donc Dumoulin, Kreswijk sur Paris-Nice, pourquoi pas. Toujours est-il que Dumoulin, c'est un peu bizarre, il joue à l'équipier pour Kreswijk. Donc à suivre, parce que je vous avoue qu'après sur les étapes 7 et 8, j'ai pas trop compris la stratégie du team Jumbo-Visma là, géré par l'IA. Allez, c'est le moment de tenir bon. Vous voyez, il y a comme ça donc 7 hommes
en tête. On essaye de voir si on pourrait pas en choper une, hein. On n'est pas non plus débile, hein. On a eu tout à l'heure une 3ème place avec Eikhoff. Et puis là, on va pas réussir du tout, puisque c'est Pogacar qui va s'imposer devant Thibaut Pinot et Warren Barguil. Warren Barguil, donc, ça veut dire que l'ami Haig va devoir se contenter d'une place qui va sûrement, voilà, on va sur le classement dans un instant, voilà, le situer en bonne position dans le top 5, c'est tout sauf déshonorant, surtout au moment où on rentre sur le terrain de jeu favori de Jack Haig, en tout cas avec cette version de note là, hein, sur WorldDB, parce que Jack Haig, c'est pas un mauvais puncher, mais c'est quand même plutôt un grimpeur. Voilà, il va falloir prouver tout ça. On vient à monter du col de Vence, qui précède quelques autres difficultés avant une montée finale plutôt intéressante. C'est là que tout devrait se décanter probablement pour le classement général. Vous voyez ici par exemple Team Jumbo-Visma qui fait rouler. J'ai toujours pas vraiment compris pourquoi c'est eux qui roulent. Parce que vu la nature de l'échappée, il n'y a pas besoin de rouler. Si on est Jumbo-Visma, il ferait mieux de s'économiser ou alors de placer quelqu'un dans l'échappée. Mais bon, l'IA peut-être sur PCM 2020 sera capable, qui sait, de faire ce genre de coup. Pour le moment, sur 2019, elle n'est pas vraiment capable de proposer des solutions humaines, on va dire, hein, des solutions de joueurs, des solutions que parfois j'utilise moi dans mes stratégies de course sur les épreuves par étapes. Allez, on arrive au pied d'une véritable ascension. C'est une étape de montagne, ne mentons pas. Cette étape 7 de Paris-Nice est une vraie étape de montagne. Si on a la chance, alors moi je parle sous couvert, je ne sais pas si cette étape aura lieu au final, parce que les 5 premières étapes ont eu lieu au moment où je parle. Je n'ai pas vu d'information selon laquelle la 6ème n'aurait pas lieu, mais on peut s'attendre à tout désormais. On peut s'attendre à tout. Vous avez vu, attaque de Dumoulin, dans la roue duquel Bernal a sauté. Alors pourquoi c'est surprenant? Parce qu'en fait, Dumoulin, un petit peu plus tôt sur ce Paris-Nice, il avait roulé assez violemment pour Kruijswijk. Mais bon, il faut m'expliquer, c'est pas grave. Surtout que du coup maintenant Dumoulin, il a emmené Bernal, ce qui est pas du tout dans l'intérêt de Kruijswijk d'avoir mis sur orbite comme ça Egan Bernal. Même Dumoulin a collaboré même à certains moments. Bref, je trouve ça un peu ballot tout ça. Mais ça a un avantage, c'est que ça oblige Pogacar, qui prend ses responsabilités, à rouler derrière. Et ça c'est bien. En plus Dumoulin, il explose en vol très peu de temps plus loin, donc vraiment l'exemple typique de ce qu'il faut pas faire. On revient sur Bernal avec le concours de Tadej Pogacar, qui est vraiment un homme très fort avec Bernal de ce Paris-Nice. Thibaut Pinot est vraiment pas mal non plus, hein. C'est un gros Thibaut Pinot sur ce Paris-Nice. Et ça va être, voilà, au sommet, en tout cas très peu avant le sommet, une victoire pour Egan Bernal, magnifique victoire pour Egan Bernal, avec Thibaut Pinot, Pogacar, Haig. On a compris qui étaient les 4 meilleurs de ce Paris-Nice. Le quatuor, il est là et on le retrouve au général. Il n'y a pas du tout de doute. Les écarts sont déjà conséquents. Et au final, tout ce qu'on peut voir, nous, sur l'étape 8, c'est sommes-nous capables, avec ce, entre guillemets, pauvre Jack Haig, pauvre parce qu'il est tout seul, d'aller chercher un podium, ou est-ce qu'il va falloir se contenter de cette 4ème place, qui serait déjà pas déshonorante en elle-même, mais bon, on sait jamais. Toujours est-il que je vous avais montré une chute là un peu vilaine juste avant là, dans laquelle notamment Pavel Bernas a été impliqué. Alors ça me chiffonne un peu, pauvre Tom Dumoulin aussi, qui est vraiment pas châteux sur ce coup-là. Ça me chiffonne un peu la chute de Bernas, parce que le temps qu'il revienne, il va se crever en revenant. J'avais envoyé une Nico Dens à l'avant, et du coup je vais être obligé d'attendre en fait Haig avec Dens. En gros, je grille une cartouche à cause de cette chute qui a éliminé Bernas. Et Bernas va me dire, ouais, c'est pas avec Bernas, qu'est-ce que tu pleures? Bah, c'était un soutien. Et ça, tout ce que Bernas faisait
permettait à Dance de ne pas le faire, et donc de jouer un rôle un petit peu plus tard. En fait, voilà, c'est toujours l'histoire. Hein. Et du coup, je lâche les chevaux. Je me dis, allez, c'est bon. Plus 4 de forme du jour. Jack Haig, t'y vas. Et un peu sans calcul, je dirais, et au panache total, on va essayer. Alors, on est repris une première fois, on retente. Après, je me dis, bon, puisqu'on peut rien gagner sur ce Paris-Nice, puisqu'on peut même pas gagner des étapes, bon, c'est pas grave, hein, ça fait du bien aussi de temps en temps. De pas tout gagner, loin s'en faut. Bah, puisqu'on en est là, on va chercher les points des GPM, allez, puisque c'est ça, on a encore moyen peut-être de choper le maillot à poids, hein, si jamais on se débrouille sur les derniers GPM du jour. Et là, je m'aperçois qu'Egan Bernal n'est pas dans les poursuivants immédiats. Il y a dû avoir une chute. Moi, je penche pour la chute parce que je vois pas comment est-ce que Bernal aurait pu se faire distancer du groupe Pogacar-Pinot. Voilà. Du coup, à partir de là, il y a dû avoir chute, mais elle m'a échappé. J'étais concentré sur mes coureurs. Alors, il faut savoir que... Ouais, je vais attendre. Je vais choisir d'attendre. Parce que je trouve que Gaudu Formolo, ça roule à bloc. Ils ont tous les deux un équipier très important, un leader très important à aider. Et ils roulent super vite. Là, c'est Amador et De Gent qui partent, hein, c'est pas important. C'est pas important en tout cas pour le général. Et puis je vais me dire, allez, tu retentes. T'as été repris une première fois, repris une deuxième fois. Tente ton coup. Tiens, il y a deux opportunistes là qui viennent éventuellement pour faire partie du coup. C'est Romain Bardet et Simon Yates. Est-ce qu'on pourrait pas partir avec ces deux-là? Ce serait génial. Moi-même avec Thomas De Gent, ça, je prends tous les jours. Bon, ce qui est dommage, c'est que derrière, Dumoulin roule pour Kruijswijk, mais du coup, il ramène Bernal. Regardez, allez, on va se faire... on s'est fait reprendre, à la limite, ça me chiffonne pas vraiment, mais je refuse. Je refuse catégoriquement l'idée de baisser les bras. On va pas baisser les bras. On va retenter. Et c'est encore Gaudu qu'on va retrouver à rouler à bloc sur Jack Haig. Oh là 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 là, il fait un boulot, ce David Gaudu. Simon Yates est là. Formolo est là. Vraiment des équipiers très très forts, hein, les deux, Formolo et Gaudu. Très très bons équipiers. Allez, peut-être qu'on peut éventuellement partir avec Simon Yates. Et là, mais c'est pas possible. Le mec ne roule même pas. En fait, il suit notre attaque si on y va, mais il est incapable de filer un coup de pédale. Bon, ok, les mauvaises langues diraient que c'est du Simon Yates tout craché. Mais c'est pas vrai, parce que le garçon a un tempérament offensif, IRL. Et quand il y a des coups qui partent comme ça, il est pas avare non plus. Bon, donc étonnant. On n'arrive pas à avoir de soutien. C'est un peu ça la morale de cette étape, en tout cas jusque-là, hein, parce qu'elle n'est pas terminée. La morale de cette étape, c'est qu'on n'arrive pas à obtenir le soutien de quiconque. Alors là, par exemple, c'est Bernal et Bardet qui accompagnent Jack Haig, qui en est quand même à sa 6e ou 7e attaque, hein, depuis tout à l'heure. Hein. On peut dire qu'on a animé la course légèrement, quoi. Mais en fait, pour rien, hein. C'est que des coups d'épée dans l'eau. Hein. Et peut-être la faute aussi au manque d'équipiers. Hein. Je sais que avec un ou deux bons équipiers grimpeurs, ou là en l'occurrence grimpeur-puncher aurait suffi, puncher-grimpeur même, on aurait pu dynamiter cette course. Regardez, là c'est un départ cette fois-ci avec Romain Bardet. Allez Romain, apporte-nous de l'aide. Si tu me fais gagner des secondes, je te donne la victoire, y a pas de problème. On fait un deal. Mais ça va pas trop fonctionner. Ah si quand même, allez. Il va un peu faire un effort, Romain Bardet. Merci à lui. Et du coup, on n'avait pas assez d'avance. Thibaut Pinot et Simon Yates reviennent. Il y a Bernal, Pogacar. Ouais, c'est bon, ça va. Ça va. Allez, on remballe. On a compris. Surtout dans la foulée, Simon Yates aux 5 km qui se fait la malle. Nous, on est calé. Voilà, je me mets dans la roue de Pogacar parce qu'il avait gagné l'étape 6 sur un sprint après descente. Je me dis, tiens, peut-être que ça peut être lui qu'il faut suivre. J'avoue, j'ai pas vraiment de favori, surtout que là, Simon Yates, il a clairement grillé ses cartouches.
Romain Bardet peut-être, mais ça aurait été sur la database d'origine. Là, sur la database 2020, il a été saccagé, Romain. Donc, bah non, bah voilà, bah victoire finale de Formolo. On n'a pas choisi le bon cheval. Et, et donc, on n'a pas surtout réussi à bouleverser le général comme j'aurais pu éventuellement l'espérer, mais du bout des lèvres, hein, parce que bon, il n'y avait pas non plus un espoir phénoménal. 4ème place au final pour Jack Haig, derrière un très très joli trio Bernal, Pinot, Pogacar. La seule récompense finalement de ce Paris-Nice, outre cette 4ème place qui n'est pas rien, restera ce maillot à pois dignement obtenu par Jack Haig. Sam Bennett aura roulé sur le sprint, donc logiquement maillot vert. Egan Bernal meilleur jeune, Ineos qui gagne le général par équipe. Voilà, donc bah évidemment j'aurais aimé emmener un équipier grimpeur, mais je vous ai expliqué pourquoi ça n'a pas été le cas. Donc gros focus dans cet épisode sur Paris-Nice avec profil 2020. Vous pouvez trouver là maintenant sur la World DB20 hyper facilement. À mon avis, vous l'avez déjà téléchargé automatiquement si vous êtes abonné. Et puis voilà, on se retrouvera dans l'épisode 9, notamment avec Tirreno Adriatico. Bref, tout un programme de courses auquel on n'aura pas droit, en tout cas pas dans l'immédiat. Dans la réalité, c'est bien triste. Et puis, au moins voilà, on peut les jouer sur PCM, c'est pas mal. Allez, à plus.